Alors, comme vous avez peut-être déjà reçu, en fait, le contenu d'information va être un peu diversifié. On va commencer par un module introductif. Vous arrivez à m'entendre? C'est bon, tout le monde? C'est bon? Très bien. Donc, on va commencer par un module introductif dont l'objectif, c'est principalement de positionner le sujet de la data dans le contexte de la transformation digitale. Et après, on va un peu essayer de dérouler des modules qui vont nous permettre justement de savoir comment on va gérer cette donnée, comment on va la valoriser, et comment on va en construire un actif organisationnel. Et donc, à travers l'architecture, à travers la gouvernance, à travers l'ouverture de la donnée, donc notamment la donnée publique, et à travers toute la réglementation qui est en lien avec l'accès à l'information. Donc, on va aller un peu rapidement par rapport à ce premier module. L'objectif principal, c'est un peu de contextualiser le sujet au travers de la transformation digitale. Alors, une citation de Michel Serres, un académicien français mort l'année dernière, qui a dit quelque chose d'assez intéressant. Il a dit que la révolution numérique qu'on est en train de vivre aujourd'hui aura au moins autant d'effets, et des effets aussi considérables que l'invention de l'écriture, puisqu'il est imprimé. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. Parce que l'accès au savoir et à l'information est complètement transformé. Alors, fois logique, avant l'invention de l'écriture, qu'est-ce qu'il y avait? Le savoir était oral. D'accord? Et la diffusion du savoir, elle dépendait de vos contacts. Il fallait être en contact direct avec la personne qui détient le savoir pour pouvoir transmettre le savoir. Avec l'invention de l'écriture, qu'est-ce qui est arrivé? Le savoir a été quelque part démocratisé. Puisqu'à partir du moment où tu as accès à un livre, tu peux accéder à une partie, alors pas nécessairement à la totalité, parce qu'il y a une partie du savoir qui reste vraiment dans une logique présentielle avec la personne, mais ça a démocratisé l'accès au savoir. Alors, bien sûr, l'écriture n'a pas permis de démocratiser de manière complète. Pourquoi? Parce qu'au final, il faut à chaque fois écrire. Donc après, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Qu'est-ce qu'il y a eu avec l'invention de l'imprimerie? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé, c'est quoi? C'est qu'on a industrialisé la production du savoir écrit. Donc avec le savoir écrit qu'il fallait réécrire, شحال هذه كانوا كيقول لك بانه العلم مرتبط بجوج الحاجات بالصدر وبالصدر. كاين ضبط الصدري وضبط الصدر. ضبط الصدر هو الحفظ وضبط الصدر هو كناش هو كتكتب. L'imprimerie, elle a permis de dépasser cela. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'écrire. Tout peut être produit à travers l'imprimant. Et donc l'imprimant a permis de passer à une étape additionnelle en termes de démocratisation du savoir, de la donnée et d'accès à l'information. Qu'est-ce qui est arrivé avec la révolution numérique? Aujourd'hui, le savoir, l'accès à l'information, l'accès à la donnée, comment est-il devenu? Vulgarisé. Vulgarisé, dématérialisé, digitalisé, donc dématérialisé. Vous êtes qui cherche pas? Pas de vue prix. Pas de vue cost, le prix, le taux d'accès, le coût d'accès. Comment est accessible? Comment est-il? Aujourd'hui, accessible au grand public. Accessible. Mais ce qui est encore plus important, c'est ce qu'il dit, la deuxième partie, les notions de temps et d'espace en sont totalement transformées. Qu'est-ce qui est arrivé? Tout simplement, vous pouvez accéder à la donnée, à l'information, au savoir, de n'importe où et à n'importe quel moment. Aujourd'hui, مثلا, tu as besoin d'une information particulière, tu as besoin d'accéder à une donnée particulière, à faire une transaction particulière, tu peux le faire de n'importe où et à n'importe quel moment. Alors, ce qu'on appelle souvent, et c'est l'un des paradigmes, des patterns qui est souvent associé à la transformation digitale, c'est un pattern qui s'appelle Atawad. Je ne sais pas si vous connaissez ce que quelqu'un connaît Atawad. Allez, Atawad. Atawad. Alors, Atawad, c'est anytime, anywhere, any device. Ça veut dire quoi? Comme les 3W, on peut dire. Comme les 3W, aujourd'hui, l'accès à la donnée, à l'information, à la transaction, au service et l'accès au savoir est devenu à n'importe quel moment, anytime,
anywhere, de n'importe où, any device, de n'importe quel dispositif, équipement. Donc ça peut être le téléphone, ça peut être le PC, ça peut être une montre connectée, ça peut être beaucoup de choses. Alors je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai pu payer ma vignette. En fait, le 31 janvier, 31 janvier, et à 7 heures du matin. Normalement, pour payer la vignette auparavant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Faire la queue. C'est vous touchez bien sûr la trésorerie pour là, parce que bien sûr éventuellement la queue, tu ne peux le faire que dans les temps de travail. Hors les temps des pauses. Hors les temps des pauses, d'accord. Et il faut se déplacer à l'endroit où il faut faire le paiement. Alors il y a quelques endroits, il y a quelques. Au final, c'est toujours un pattern qui exige le temps, qui exige l'espace. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Les notions de temps et d'espace sont totalement transformées. Exige le support aussi. Et exige bien sûr le support. Il y a quelqu'un qui est derrière, quelqu'un, peut-être plusieurs, et ça exige effectivement le support, avec le petit papier, aujourd'hui qui n'est pas exigé, et ça va dans le sens de la dématérialisation. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'aujourd'hui l'information, elle est complètement dématérialisée. Et même, si les régies contrôlées, le gendarme, il peut toujours contrôler l'information de manière dématérialisée. Qui est drôle, une application. Ah, là, on a l'attaque d'administration. Donc, j'y contrôle, il n'a même pas besoin d'aller avec le bout de papier, il peut rentrer juste le matricule et il sait est-ce que c'est payé, est-ce que c'est pas payé. Bien sûr qu'il. Donc, c'est juste pour dire. Là, j'ai eu le cas où j'avais pas imprimé le papier et il y avait un gendarme qui a pu contrôler et s'assurer que effectivement le paiement a été fait. Donc c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, la notion de temps et d'espace, elle est très très importante et la transformation qui est en cours est en train de casser donc, les barrières et les obstacles qui sont liés au temps et à l'espace. Alors on va voir quelques informations, mais ça va être très rapide. Ça, c'est octobre 2017. Le Danemark a désigné un ambassadeur à la Silicon Valley. Alors, le Danemark n'a pas de représentation diplomatique dans plusieurs pays du monde. Il a désigné un tech ambassadeur à la Silicon Valley. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une vraie question diplomatique, géostratégique, qui est liée à ces entreprises technologiques. Donc les GAFA, les fameux GAFA, bien sûr les équivalents chinois, les GAFA également, c'est aujourd'hui des entreprises qui ont une importance géostratégique pour les pays. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des questions de souveraineté, des questions de guerre, des questions d'indépendance, d'autonomie sont liées justement à la relation qu'on maintient avec ces entreprises technologiques. Alors toujours dans la même thématique, évolution-révolution, vous avez vu probablement la robot Sophia. Alors, dernièrement, on a vu également la robot Smith Shama. Vous avez vu également. Alors, bien sûr, c'est un peu prétentieux de la comparer, mais c'est quelque chose qui commence à prendre une forme quelque part au niveau de la société. Donc, on commence à comprendre que demain, avec nous, il y aura également des robots. Et des robots avec une certaine performance. Vous avez vu peut-être la vidéo de la robot Sophia. Elle a eu une discussion avec un journaliste chevronné de la CNBC en répondant, en mettant même des blagues dans son discours. C'est assez bluffant. Alors, depuis, je crois en 2019, vous avez également vu un présentateur TV en Chine qui est complètement une intelligence artificielle. Même la photo, même le discours, même les émotions, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y a des questions qui sont engendrées par tout ça, mais ça veut dire aujourd'hui que également le traitement de l'information, la façon avec laquelle l'information est exposée et accessible, elle est différente. Est-ce qu'on aura demain toujours besoin? Bon, je fais est-ce qu'on aura besoin maintenant de profs?
Je suis prof, donc déjà là, je vais perdre mon emploi. Est-ce qu'on aura toujours besoin de médecins? Alors, certainement, on en aura besoin. Mais est-ce qu'une partie du travail d'un prof, une partie du travail d'un médecin ne va pas être remplacée par l'intelligence artificielle? Et du coup, l'accès à l'information, l'accès au savoir, l'accès aux services, l'accès à la transaction va être également transformé. Des questions importantes se posent par rapport justement à cela. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de réponse. Ni par les spécialistes, ni par CADA. Donc on se pose vraiment la question, est-ce que les robots vont remplacer un ensemble de choses? Ils sont en train de remplacer déjà aujourd'hui un ensemble de choses. Il faut savoir que certaines décisions aujourd'hui, pour octroyer un crédit bancaire, pour décider du recrutement d'une personne, se font par l'intelligence artificielle. Pour décider de la citoyenneté, pour les gens qui demandent une citoyenneté, ça existe. Exactement. Social ranking, en fait, même pas de la citoyenneté, du rang social. En fait, aujourd'hui en Chine, il y a tout un mécanisme de scoring des citoyens. Alors, bon ou mauvais, on peut se poser toujours la question. Est-ce que c'est légitime pour un pays de donner accès ou pas à des droits selon le comportement des uns et des autres? On le score. Quand on dit que راه راجل مزيان الله يعمرها دار يمكن له يسافر. هذا ما مزيانش ما نعطيولوش الباسبور. Le contexte, est-ce que vous avez eu connaissance du contexte de la présentation de Sophia? Parce que c'est très parlant. Future Investment Initiative, qui a été fait à où? Selon vous, juste curiosité. On a révisé pour l'inauguration de la nouvelle ville. Neom. Super technologique. Alors, le contexte, c'est l'Arabie Saoudite. On n'est pas en Corée du Sud, on n'est pas en Singapour. On est dans un pays qui commence à vraiment à aller, qui prend vraiment les choses au sérieux, avec une incitation, une orientation d'investissement futur vers l'intelligence artificielle. Donc c'est le future, et ça a été une occasion de mettre la table entre les grands bailleurs de fonds du monde qui investissent, les grandes banques, là, le SoftBank, ce qu'on appelle les business angels, on va en parler parce que c'est primordial pour disons, le lancement de toute initiative. Et voilà qu'en 2019, on en parle. D'ailleurs, il a eu la nationalité saoudienne. Il a eu le passeport saoudien dont c'est la première citoyenne robot. Même. Là, sachant, alors on lui a donné le passeport, sachant que beaucoup de monde travaille la forme d'El Wakil en Arabie Saoudite et n'ont pas le droit à beaucoup de choses. Mais c'est juste pour vous dire que le monde est en train de changer. Et quelque chose, alors bien sûr, il y a le show, il y a une partie médiatique, ou alors quelque chose qu'on ne considérait pas, qu'on ne concevait pas il y a quelques années, aujourd'hui devient une réalité. Alors, quelle en est la conséquence? On peut analyser de fond en comble le sujet, mais c'est une réalité. Et il faut aujourd'hui faire avec, et il faut concevoir un monde nouveau qui est cohérent avec ces réalités. Voilà, alors peut-être quelques chiffres. Ça c'est le PIB, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. L'évolution jusqu'en 2017, le Maroc a réalisé un PIB. Alors je crois que ça a monté en 2019, c'était aux alentours de 120 milliards de dollars, d'accord? Cette année, Allah alam, ma عرفنا شنو يخرج في le PIB. Mais quelle est la relation entre le PIB, Alibaba et quelque chose qui s'appelle le Singles Day, la journée des célibataires. D'ailleurs, elle vient d'être commémorée pour les gens qui sont encore célibataires. Le 11 novembre de chaque année, on célèbre aussi les relations. Mais en tout cas, la journée des célibataires, c'est une journée qu'on ne connaissait même pas. Vous n'avez rien imaginé que c'est quelque chose qui est connu beaucoup plus en Chine et dans les pays de sud-ouest asiatique qu'on ne connaît même pas. Alors figurez-vous qu'en 2019, Alibaba a réalisé un chiffre
d'affaires en une journée de 38 milliards de dollars. 38 milliards de dollars, c'est l'équivalent du PIB du Maroc en 2000. C'est le PIB du Maroc déjà en 2000. Et ça veut dire que ce que fait un pays toute une année, toute entreprise confondue, avec tous ses citoyens, elle a été fait par une entreprise en une seule journée. C'est assez édifiant. Mais on a d'autres chiffres. Alors, je vais passer ici. Ça, c'est le classement d'Apple par rapport déjà au PIB de certaines nations. Donc Apple, et ça, c'est des chiffres qui sont assez anciens. Aujourd'hui, les chiffres ont été transformés. D'ailleurs, 2020, c'est une année, entre parenthèses, charnière. Il y a eu des modifications assez importantes dans les fortunes des entreprises et des particuliers. Aujourd'hui, par exemple, Jeff Bezos, depuis début 2020, il avait une fortune de 120 milliards de dollars. Après son divorce, sa femme est classée 18e. C'est un beau exemple de divorce, entre parenthèses. Mais toujours, pour revenir à Jeff Bezos, il a amassé sur 8 mois, donc août, il était à presque 200 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. يعني تقريبا في 8 mois, il a réalisé l'équivalent du PIB de Maghreb d'abord. L'autre exemple, c'est Elon Musk. Elon Musk, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, c'est le deuxième homme le plus riche au monde, après Jeff Bezos. Elon Musk, au début de l'année, il était à la 35e place. Et aujourd'hui, il a dépassé Bill Gates, il a dépassé un ensemble d'autres acteurs. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de transactions, énormément de richesses, énormément de fortune qui est réalisée par ce qu'on appelle les GAFA et leur équivalent chinois. Alors la même chose, Apple, en termes de valorisation par rapport à toutes les transactions dans des places boursières, c'est supérieur à la place boursière d'Espagne, à la place boursière d'Arabie Saoudite, de Moscou, de Singapour et d'autres. Apple, c'est également en termes de cash, parce que peut-être la valorisation boursière, c'est de la spéculation. Mais ça, c'est le cash détenu par une entreprise qu'on appelle. Elle dépasse la France, l'Italie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, en termes de cash détenu par l'entreprise. Pourquoi on est en train de parler de ça? Qu'est-ce qui fait le point commun entre ces GAFA? Pourquoi, justement, Google, Apple, Facebook, Amazon, et bien entendu ceux qui sont affiliés à ces sociétés, sont aujourd'hui à la tête du monde en termes de cash, en termes de valorisation boursière, en termes de transactions? Pourquoi? C'est la donnée. Si on regarde le point commun entre Google, Apple, Facebook et Amazon, vous allez regarder que tout ça tourne autour de la donnée. Google, initialement, c'était un moteur de recherche. Aujourd'hui, ce n'est plus un moteur de recherche. Aujourd'hui, c'est un conglomérat qui s'appelle Alphabet. Dedans, il n'y a pas que la partie recherche. La partie recherche, c'était le point d'entrée. Et c'était effectivement un point d'entrée lié à la donnée. Mais aujourd'hui, Google, c'est des entreprises dans le domaine du retail, c'est des entreprises dans le domaine de la construction automobile, c'est des entreprises dans la finance, dans la santé et dans d'autres secteurs. Quand on regarde Apple, la plupart des gens connaissent Apple en tant que, tout simplement, constructeur de téléphones. Mais Apple, ça va au-delà. C'est des systèmes d'exploitation, c'est des PC certes, mais c'est également un ensemble de services sur le cloud. Et c'est toute la donnée des utilisateurs d'Apple qui se trouve sur iCloud. Donc aujourd'hui, c'est énormément de données, et c'est pour ça qu'Apple, aujourd'hui, elle est à la pointe. Quand on regarde Facebook, alors la plupart des gens croient que Facebook, c'est juste un réseau social. Ben, ce n'est pas qu'un réseau social. Aujourd'hui, Facebook, elle est partout. Alors, elle est dans la réalité augmentée avec Oculus. Elle est déjà dans les réseaux sociaux, pas uniquement sur Facebook. Parce que Facebook, c'est également WhatsApp, c'est également Instagram. Donc, tu peux partir là où tu veux. Facebook, il est là pour te suivre, pour collecter de la donnée et pour capitaliser sur cette donnée. Mais Facebook, aujourd'hui, c'est également, par exemple, un projet de crypto-monnaie. Certes à l'arrêt, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Libra. Donc Libra, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie produite par Facebook. Et d'ailleurs, toute la place financière mondiale
a vraiment eu peur de ce projet. Et d'ailleurs, ils ont fait les mains et les pieds pour que ça stoppe. Pourquoi? Parce que Facebook, si elle sort une monnaie, bah, tout simplement, elle a un reach de plus de 3 milliards de personnes. Ça n'existe chez aucune banque. Aujourd'hui, la meilleure des banques, vous pouvez trouver une banque en Chine où vous avez quelques dizaines de millions de clients. À la rigueur, une centaine de millions de clients. Mais là, Facebook, c'est plus de 3 milliards de clients. Donc, ça peut complètement chambouler le système financier à cause de ça. Amazon, elle est connue pour être la marketplace, mais ce que les gens en informatique savent, c'est que Amazon, c'est le premier opérateur cloud. Donc, c'est les plus grands data centers au monde. Et aujourd'hui, Amazon, juste pour vous dire, Jeff Bezos, il est devenu riche parce qu'il détient 11% de Amazon. Imaginez ceux qui ont plus d'actions chez Amazon. Amazon, aujourd'hui, c'est le premier recruteur au monde. Depuis le début de l'année, ils ont recruté 400 000 personnes. 400 000 personnes, peut-être c'est plus que la population du Qatar. Alors, depuis le début de l'année, Amazon. D'ailleurs, l'une des entreprises qui ont profité, mais vraiment pleinement, de la pandémie, bien sûr en période de Covid. 400 000 واحد. Aujourd'hui, Amazon, c'est le troisième plus grand employeur au monde. Premier employeur au monde, je crois que c'est, si je me rappelle bien, c'est Walmart. Il y a un deuxième, le troisième, c'est Amazon. Donc, quand je dis le plus grand employeur, c'est plus d'1 million et quelques c'est je crois 1,5 million d'employés. C'est tout le pouvoir social que ça va créer lorsqu'il décide un jour de lancer un message à ses collaborateurs partout dans le monde, de leur dire faites ça ou ne faites pas ça. Imaginez le pouvoir qu'ils peuvent avoir. Imaginez le pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les décisions internes. C'est pour ça, si vous permettez, des petites un peu pauses, mais juste pour poser une question, reposer le problème. Là, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça représente comme menace ou opportunité pour le Maroc? Qu'est-ce que vous en pensez pour vos administrations respectives? Parce qu'on parle des GAFA, est-ce qu'on est en train de voir un film qui sur YouTube, peut-être un film d'horreur, mais on est à l'abri parce qu'on est loin, hein? On est toujours loin. Le Maroc, il a toujours été hermétique, financièrement, point de vue réglementaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça nous concerne? Je vous pose la question, si vous avez des réflexions par rapport à ça. C'est important, Oussama. En fait, aujourd'hui, oui, on parle de chiffres, on parle de 1 milliard, de 2 milliards de PIB de Alibaba. Effectivement, on peut croire que c'est un peu lointain. C'est les autres, c'est pas nous. Aujourd'hui, on est plus ou moins protégés parce qu'on a un système financier qui est bien réglementé, qui est assez hermétique. On a la Banque centrale, Banque Maghreb, qui veille au grain. On a également un système bancaire qui est plus ou moins stable depuis des années. On a un système également économique, comparativement à ce qui se fait au niveau de la région, qui a plus ou moins une certaine stabilité. Est-ce qu'on est à l'abri par rapport à ces sujets-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors pourquoi la Chine? Parce que c'est 1,4 milliard de personnes. Et donc elle peut se permettre, même vis-à-vis d'un Facebook, vous savez qu'aujourd'hui, l'un des plus grands constructeurs automobiles, c'est la Chine. C'est même pas en termes de sous-traitance. C'est leur voiture propre, leur marque propre. Dans les années à venir, vous allez plus trouver des voitures chinoises dans le monde que des voitures européennes ou américaines. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de... Alors, on ne le voit pas encore. Mais vous allez voir, parce que c'est la même chose qui est arrivée au niveau des téléphones. Il y a 6 سنين قبل. Les téléphones qu'on utilisait, c'était quoi? C'était principalement des Européens, donc Nokia principalement, Sony Ericsson par exemple, du japonais et de l'américain. Alcatel effectivement pour les Français, c'était principalement ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? Quand vous regardez les téléphones, et là, peut-être, alors je ne sais pas si on va trouver la même chose au niveau de l'administration, mais
Bah, vous avez trouvé beaucoup de Huawei, beaucoup de Xiaomi, beaucoup Poco, beaucoup de Vivo, Oppo et autres. Et derrière, ce qui est encore plus important, ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas l'équipement, le device particulier. Ce qui est encore plus important, c'est le backbone des opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, au Maroc, tous les backbones des opérateurs téléphoniques, c'est Huawei. Je ne sais pas si vous le savez. Il y avait avant du Nokia, de l'Ericsson et autres. Aujourd'hui, c'est que du Huawei. Quand vous regardez la guerre commerciale et économique entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas une guerre simple, c'est une guerre d'existence. En fait, ce n'est même pas Apple. Parce que si c'était juste les terminaux, ça peut passer. Ce n'est pas ça. C'est la 5G. Et c'est le backbone réseau. Et en fait, pourquoi cette 5G, ce backbone réseau est important? Pourquoi? C'est toutes les données du pays qui circulent sur ce backbone. C'est le contrôle de la donnée. Donc on revient toujours et encore au sujet de la donnée. Donc vous voyez en fait la guerre commerciale. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis sont en train de faire de la pression sur des pays européens pour ne pas avoir des équipements Huawei? Il a déjà fait la pression sur les Britanniques pour ne pas avoir les équipements. On parle des équipements, ce n'est pas les téléphones, c'est surtout les équipements derrière. Parce que, justement, au bout d'un certain moment, la Chine elle va contrôler la donnée du monde. Et c'est aujourd'hui l'enjeu majeur par rapport à cette question. Donc quand on parle des GAFA, d'ailleurs, effectivement, il faut voir l'équivalent. L'équivalent en Chine, c'est Tencent, ça s'appelle les BotX. C'est les entreprises équivalentes en Chine qui ont l'équivalent. Alors, vous connaissez WeChat. WeChat, aujourd'hui, c'est. Alors, vous croyez que c'est similaire à WhatsApp. Ça n'a rien à voir avec WhatsApp. WeChat, aujourd'hui, vous pouvez commander des choses sur WeChat, payer sur WeChat. Vous pouvez faire toutes les transactions administratives, mais le gouvernement, sur WeChat. Vous pouvez contrôler votre compte bancaire sur WeChat. C'est quelque chose qui n'existe dans aucun pays du monde. Quand il y a eu la pandémie, pourquoi aujourd'hui la Chine? Alors après, on peut discuter les chiffres, est-ce que c'est véridique, mais aujourd'hui, c'est le pays qui a vraiment contrôlé la pandémie. La raison, c'est quoi? C'est qu'ils contrôlent les données de leurs citoyens. Alors on peut critiquer, on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, c'est la réalité. Aujourd'hui, ils ont des caméras partout. Il y a de l'intelligence artificielle dans ces caméras. Il y a la possibilité de lire, de reconnaître les visages, d'avoir en fait un relevé de température, de faire beaucoup de choses. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui d'être à la pointe en termes de technologie. C'est le ministère de l'Agriculture, Ferrand. Ouais, bon, ça peut nous servir également, parce que... En fait, il faut aujourd'hui, en fait, les modèles qu'on trouve souvent au Maroc, c'est des modèles qui sont inspirés principalement de l'Europe, et plus particulièrement de la France. Mais les autres modèles sont assez intéressants à voir. Il faut voir Singapour, il faut voir Hong Kong, il faut voir la Chine et la Corée du Sud. C'est des modèles surprenants. Bon, après, on peut, comme on a discuté... Oui, ça... Le centre, je pense, de la réflexion qui a été un peu présentée, c'est le contrôle de la donnée. Et on est toujours là, on n'est pas encore sorti disons le paradigme français. Et le contrôle, c'est un mot français. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle? Là. C'est très important de comprendre, parce que là, on est un peu tenté d'utiliser un peu le jargon un peu anglo-saxon dans la description des mots. C'est de traduire ça, mais ce n'est pas vraiment le cas. Le contrôle, en anglais, ce n'est pas le contrôle, ce n'est pas ça en français. On ne contrôle pas. Ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on maîtrise l'information. On maîtrise l'information du citoyen. Ça veut dire quoi, maîtriser l'information du citoyen? Ça veut dire, s'approprier de l'information sur lui, qui est une information complète, compréhensive, mais
une chose très importante, je pense qu'il s'agit de là du profilage, c'est de pouvoir prédire son comportement par la suite. Ça, c'est de la monnaie. C'est exactement. Alors, la décision de... Parce que tout à l'heure, avant de venir à Sidi Mohsin, on a évoqué deux dates. Deux dates très importantes et qui vont bouleverser un peu l'Alam. 2016. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2016? L'élection de Donald Trump. D'accord? Alors revenez, 2016, et voir la manipulation qui a été faite des données des citoyens américains par Facebook. C'est déjà donc, par Facebook, toute la manipulation qui a été faite. Alors qui dit manipulation? On a fait le contrôle. C'est-à-dire, on a été capable d'envoyer des messages d'influence, c'est-à-dire des messages individualisés, basés sur votre historique. ياك كيعجبك هذا اللون تقريتي في هذه انت هذه ليماج هذه واحد المره دخلتي لها ما عجباتكش يصيفطوا لك ليماج ديال هيلاري كلينتون اسوسيي للقاعده اسوسيي لداعش اسوسيي اكزاكتومون اسوسيي تو سكو فوز لي زورور اللي كتعيشهم وما دخلوا لك ليهم و sont en train de les pointer. هذا هو individualisé. Mais يسحب لكم individualisé يصيفط لك ton ami a un profil similaire à acheter le book. Est-ce que vous voulez l'acheter? C'est dépassé. C'est لينا. دابا كيدخل لك لونفونس ديالك شي مره بان له ما كليكيتيش على شي حاجه شي فوبي خرجت. شي فوبي انفونتين خرجت. Il va l'utiliser. C'est ce qui a été fait en 2016. Alors en 2019, شنو هو l'événement le plus important? Le Brexit. La même chose. Et pour information, essayez de vous documenter sur l'entreprise qui était derrière les deux. Cambridge Analytica, qui était derrière les deux. C'est-à-dire, là, l'importance de ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est pas de... On est en train d'ouvrir les yeux, grand les yeux, pour dire, on doit faire attention. Si on ne maîtrise pas notre information, celle dont on parle et qu'on veut donner l'accès aux citoyens, aux entreprises, qui va la contrôler, qui va la maîtriser? On n'a pas le choix. C'est un peu ça le propos. Alors, pourquoi justement fait-on de la transformation digitale à l'échelle gouvernementale, et notamment sur le volet données? Il y a 4 grandes raisons pour lesquelles on fait de la digitalisation gouvernementale. La première, c'est d'améliorer l'expérience citoyenne. Clairement, quand on donne accès à la donnée, à l'information, à la transaction, au service gouvernemental à un citoyen, l'objectif, c'est d'améliorer son expérience. Et le mot est bien choisi. Ce n'est pas améliorer le service. D'ailleurs, juste entre parenthèses, il faut savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, on ne vend pas de produits, on ne vend pas de services, on vend une expérience. Ce qui est vendu par exemple Starbucks, ce n'est pas le produit qui est le café. Et ce n'est pas le service parce que généralement c'est du self-service. Ce qui est vendu, c'est l'expérience. D'ailleurs, Starbucks, sa proposition de valeur telle qu'il l'exprime, Houma, qui dit, nous représentons votre 3e lieu de vie. Votre premier lieu de vie, c'est la maison. Le deuxième, c'est le bureau. Et le 3e, c'est Starbucks. Ce qu'ils vendent, c'est l'expérience. Quand vous rentrez à Starbucks, généralement, vous avez une expérience, dans un salon, un séjour. Et il y a toute une expérience dans laquelle vous passez. Le gars, il note votre nom sur le gobelet, il vous appelle par votre prénom, ainsi de suite. Donc il y a toute une expérience qui est vendue. Quand on parle d'améliorer l'expérience citoyenne, ce n'est pas le service. Ce n'est pas juste un service que j'avais en mode papier et je vais le refaire en mode numérique. Ça va au-delà. Alors quand on parle d'expérience, c'est quoi? Le terme expérience, c'est quoi pour vous? تجربة ديال المواطن. C'est quoi? Le savoir-faire, oui. Comment vous avez bénéficié? La connaissance. Le traitement. Oui. Très bien. Donc, antécédent, bonne ou mauvaise, capitaliser, la qualité. Alors, vous êtes en train de dire jusqu'à maintenant des choses très rationnelles.
Mais l'expérience n'est pas dans le rationnel, malheureusement. L'expérience, c'est de l'ordre de l'émotionnel. Quand on parle de bonne ou de mauvaise expérience, c'est votre émotion pendant l'expérience. Satisfait ou pas satisfait. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez apprécié, ou est-ce que vous n'avez pas apprécié? Il faut savoir une chose, parce que bon, la plupart d'entre nous ont une formation scientifique, une formation des fois d'ingénieur et ainsi de suite, et on croit que c'est le rationnel qui fait bouger le monde. Je me rappelle ديال واحد الاشاره قديم ديال باطا كيقول لك il y a deux choses qui font marcher le monde, l'amour et Bata. Qu'est-ce qui fait marcher le monde? Qu'est-ce qui fait décider les personnes? On croit souvent que c'est la raison. La plupart d'entre nous qui disent il a كانت عندي كذا كذا كذا, c'est presque une équation mathématique. Les gens vont et ça on le voit. Beaucoup de projets gouvernementaux, beaucoup de sites web gouvernementaux, beaucoup d'applications mobiles gouvernementales, حتى واحد ما كيجي لهم. Avec tout le respect pour ceux qui sont derrière, mais vous allez constater que typiquement كتدخل un site web gouvernemental, أول حاجة كتطلع لك شنو هي؟ Le mot du ministre. Déjà, هنا هرسي l'expérience. هذاك السيد اللي جاي زعما avec tout le respect pour les ministres داكشي. La personne qui vient, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il cherche le mot du ministre? Je ما يديروا le mot du ministre. Généralement, il est là pour avoir de l'information. Il est là pour faire réaliser un service. Donc déjà, tu casses l'expérience du démarrage. C'est pour ça que les gens ne reviennent pas. Et en fait, tout ça, ça revient à la question de l'expérience. Donc quand on parle d'améliorer l'expérience, ce n'est pas juste, comme je dis, transformer une expérience physique en une expérience numérique. Ce n'est pas du tout le cas. Et l'un des éléments majeurs pour améliorer l'expérience, c'est encore une fois la donnée. Qu'est-ce qui va vous permettre de dire le citoyen, il vaut mieux lui présenter ce menu plutôt que ce menu, ou là, cette valeur par défaut, ou là, la structuration de le formulaire doit être de cette façon ou d'une autre façon. Ben, il faut avoir la capacité de capturer la donnée de journalisation de ce qu'il fait. Si on a cette donnée, on a la capacité d'améliorer l'expérience citoyenne. Généralement, dans les entreprises, on parle de la connaissance client. Dans le cas de l'administration, on doit parler de la connaissance citoyenne. Le problème, c'est que les Nestlé de l'administration, c'est des citoyens également. C'est beaucoup plus naturel pour eux d'imaginer, mais ils oublient souvent que c'est des citoyens. Donc quand ils font la conception, la modélisation des systèmes qui vont permettre d'accéder à l'information ou de la traiter, ben, derrière, ils ne se positionnent pas dans la situation. Et d'ailleurs, dans les, vous avez déjà vu, je crois, avec dans Idaraton, par exemple, pour ceux qui ont participé, ou là dans les ADA, le design thinking. Alors, le design thinking, la première étape, c'est quoi? L'empathie. Première étape. Alors, déjà, de l'empathie, le fait de la mettre dans une méthodologie, c'est presque des méthodologies. Mais dans la réalité, première étape, c'est l'empathie. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que chérie, l'empathie, il faut faire de l'immersion. C'est-à-dire quoi l'immersion? C'est en fait, مثلا, quand on veut développer quelque chose pour un chauffeur de camion, donc il faut se positionner dans la situation. Donc améliorer l'expérience du citoyen, c'est le premier objectif de toute transformation vers le digital. Deuxième objectif, c'est réduire les coûts de fonctionnement. Parce que, typiquement, quand on va faire une transformation vers le numérique, vers le digital, vers une logique dématérialisée, qu'est-ce qui va arriver? On va se déplacer moins, donc moins de déplacements. Il faut savoir que les déplacements qu'on fait pour les besoins administratifs, quand vous les multipliez par le nombre de personnes et par le nombre de fois dont on a besoin pour l'année, ça plombe fortement le PIB. Généralement, rien que le fait de digitaliser des services administratifs, ça permet de gagner en moyenne 1 point du PIB. Le fait que les déplacements, alors je peux les déplacements, en termes de coûts, en termes de charges, en termes d'attente, en termes de stationnement, en termes de
CO2, vous pouvez l'imaginer dans les différents, en termes d'accidents. Donc, aujourd'hui, la réduction du coût, elle est importante. Elle est importante parce qu'on a moins de déplacements. Elle est importante pourquoi également? La rapidité, c'est en fait, il y a moins d'attente. Et donc, on a accès rapidement à l'information au service. L'efficience, dans quel sens? Parce que c'est quoi l'efficience? Il y a l'efficacité et l'efficience. C'est la qualité par rapport au coût. C'est le niveau d'utilisation également des ressources. Ça veut dire en fait, aujourd'hui un employé administratif, aujourd'hui un fonctionnaire, s'il a besoin dans une logique où tout est matériel, tout est physique, d'une demi-heure pour réaliser une tâche, il a besoin peut-être de la moitié, du un quart de cette demi-heure, si c'est complètement dématérialisé. Il y a même des choses qui vont être complètement automatisées. Donc il ne va même pas voir. Alors la question bien sûr qui va se poser, c'est son emploi. Mais pour moi, je vois l'opportunité parce que derrière, il va se convertir à faire des tâches. Donc il y aura une réallocation pour faire des tâches beaucoup plus intelligentes. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire de l'analyse de données du citoyen pour améliorer son expérience? Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est tout simplement parce qu'on n'en a pas le temps. Au final, on est occupé par des tâches des fois neutres, inutiles, alors qu'on peut se focaliser sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc, réduction du coût de fonctionnement également parce qu'on n'a pas besoin d'emplacement physique. Mais les derniers mois, les banques commencent à fermer des agences. Je ne sais pas si vous l'avez... Moi, l'agence dans laquelle j'étais depuis 2003 est fermée. Il y a 3 mois de cela. Les banques sont en train de fermer des agences. Le besoin d'avoir une agence physique est aujourd'hui quelque chose qui commence à être remis en cause. Pour une banque, c'est vrai, mais également pour une administration publique. L'agence. Aujourd'hui, la question que les gens se posent, comment faire pour ne pas aller à l'agence? C'était naturel. Je vais faire un virement, je vais faire n'importe quel traitement, je vais aller en agence bancaire. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas se déplacer. Parce qu'ils savent qu'un déplacement, c'est coûteux, c'est contraignant, c'est stressant. Et donc, s'il y a moyen de ne pas se déplacer pour faire la même chose, mzien. Et donc, si on arrive également à réduire le nombre d'emplacements physiques nécessaires pour offrir le même service, de la même qualité, l'exemple de Jawaz. L'exemple de Jawaz, c'est un exemple également édifiant. Très simple, mais au final, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné un ensemble de ressources, également un ensemble d'emplacements. Et même, alors bien sûr, c'est dans l'intérêt du citoyen, mais c'est également dans l'intérêt du... Imaginez les périodes, comme les périodes de l'Aïd ou les fêtes ou le kada, alors qu'il y a des employés par intérim, le nombre de passages est énorme. Et tu vas recruter pendant cette période de manière temporaire, et les gens vont attendre parce qu'il n'y a pas suffisamment d'emplacement. Donc la même chose, c'est une réduction du coût de fonctionnement. Troisième des choses qui est aussi importante, et ça c'est vraiment le centre de l'action de la donnée et de l'information, c'est plus de contrôle, et notamment en termes de réduction de fraude. Parce qu'au final, aujourd'hui, alors là, on est très fort quand il s'agit de fraude fiscale. Sur la partie fiscale, on a pu faire quand même des choses assez intéressantes. Pourquoi? Parce que bon, c'est de la rentrée d'argent pour l'administration. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arrive vraiment à avoir une vision 360 degrés du citoyen? Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas que l'accès à la donnée. C'est l'accès à la donnée regroupée, consolidée, synthétisée. Les entreprises privées aujourd'hui, une banque, une assurance, un opérateur télécom, les entreprises qui sont vraiment dans la compétition. Le premier enjeu en termes de données pour eux, c'est ce qu'on appelle la vision 360 degrés. Alors, bien sûr, du client. C'est quoi la vision 360 degrés? C'est-à-dire en fait, un client, le chargé de clientèle, avec le client, sur toutes ses interactions avec le banque. Je les comptes les contrats les crédits les impayés les واش دار des réclamations,
l'information. Aujourd'hui, pour les administrations les plus avancées en termes de digitalisation, ils ont la vision 360 degrés du citoyen. La Corée du Sud, par exemple, Singapour, ils ont ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'il gêne qu'un citoyen, pour payer quoi que ce soit, ou là pour bénéficier d'un service, en fait, vous avez une idée sur tout ce qu'il a. Il a un patrimoine immobilier, ou des comptes en banque, ou des taxes impayées sur certains volets, et donc ça, la disponibilité de cette information consolidée, ça permet d'améliorer, de renforcer le contrôle. Mais ça permet également de réduire la fraude. Alors l'analyse des données avancées permet également de réduire la fraude. Je ne sais pas, le secteur bancaire par exemple, Machif al-Maghreb, plutôt ailleurs, si vous faites une transaction à laquelle vous n'êtes pas habitué, vous faites un retrait, un guichet, un montant qui est assez important, la transaction va être refusée. Et il y a un contrôle additionnel qui se rajoute. C'est un moyen de détecter des fraudes. La même chose peut se faire avec le citoyen sur un ensemble de sujets. Et dernier volet, je termine peut-être sur ça avant de te laisser la parole, c'est très très important, c'est améliorer l'inclusion et la participation des citoyens. Ça c'est très très important. Aujourd'hui, au Maroc, et dans les pays où le PIB est plombé, ce qui veut dire que le PIB principalement, la raison principale c'est quoi? C'est ça. Il y a des franges de la population, Kamlin, qui ne contribuent en aucun cas dans ce PIB. Soit les jeunes, qui sont sans emploi. Donc, imaginez, aujourd'hui, ça c'est les chiffres officiels. 1,5 million de personnes, entre 15 et 25 ans, qui sont des NITS. Yani, كل نهار, le Maghreb, il perd 1,5 million de jours hommes. كل نهار. Imaginez le malheur. 1,5 million de jours hommes chaque jour. Alors ça peut construire énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su les inclure. En plus de l'inclusion, il y a la participation. La participation, c'est comment le citoyen devient un acteur. Mais chez un consommateur, le service public. Il y a un au centre. Et où il contribue. Je vais comme un exemple très simple de participation. Et je vais laisser Oussama reprendre. C'est l'exemple d'elle. Un truc qui a été fait, je crois, à Casa et dans d'autres villes, des applications qui permettent à un citoyen de signaler des problèmes, la voirie, ou des problèmes d'eau, ou des problèmes les fuites. Ça peut paraître simple. Mais imaginez s'il n'y a pas le citoyen qui est là pour faire ça. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas? Parce que pour le faire, déjà, il a confiance dans l'administration. Ce qu'on voit, c'est que l'administration, il ne fait rien déclarer, il fait le travail. Ce qui fait que souvent, donc accroître la participation passe également par établir une relation de confiance entre l'administration et le citoyen. Mais il faut imaginer aucun mec, le citoyen, il fait ça, combien de personnes on a besoin de recruter pour le faire? Sachant que le citoyen, il est partout. Donc à partir du moment où on l'inclut, on accroît sa participation, on gagne énormément. Et bien sûr, on réduit le coût de fonctionnement de l'État en conséquence. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a une question là par rapport à ça. Quelle est une bonne nouvelle? On va à 11h, Inch'Allah, on va aller à une petite pause. Exactement, la participation. Deux mots avant d'entamer la pause. Lorsque mon collègue a évoqué le cas des banques. Le cas des banques, lorsque vous allez maintenant déposer gentiment une somme d'argent. Il y a un formulaire. Je reviens à la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Je dis que si vous ne contrôlez pas, si vous ne maîtrisez pas votre information, vos informations de vos citoyens, quelqu'un d'autre sera qui dira. Alors, Banque le Maghreb, je ne sais pas si vous êtes au courant, il est tenu de déclarer la source de revenus
des sommes déposées. ياك alors فاش كتفوت كما قال lorsque ça dépasse واحد le montant vous êtes déclaré وكنديروا un Q un KYC c'est-à-dire c'est une procédure due diligence procedure كنشوفوا هذا السيد هذا منين جا وفين كندخلوه في لي لوا ديكستراتيريتورياليتي ديالاش لا الفاتكا وكندخلوا فاش كندخلوا واش هاد الفلوس عندهم une source de blanchiment une source de terrorisme blanchiment ما جا وراهما alors vous êtes répertorié là-bas et ici vous notez voilà voir داك علاش et vous savez très bien que les entreprises qu'on a citées tout à l'heure les GAFA ils sont appuyés par l'administration, par le Minister of Defense, Department of Defense. Il est très évolué. Je vous invite à voir l'arsenal. Si Mohsin, tout à l'heure, va nous parler de l'architecture des données, en fait. Le modèle kamel des marifines. Department of Defense. DOD. L'Internet, c'est une collaboration. Pour comprendre l'enjeu, si on ne maîtrise pas, quelqu'un d'autre le maîtrise, Deuxième chose, les Bretsena, avant de dire, lorsqu'on parle de l'inclusion et de la participation, de retour de la pause, j'aimerais bien avoir un scoring de vos départements et de vos administrations par rapport à ça. Je suis là, je suis bon là, je ne suis pas bon là. Parce que tout en mettant stressé avec 3 lignes, 4 lignes, une idée que vient d'évoquer Mohsin tout à l'heure. L'inclusion, ça veut dire quoi? L'inclusion, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Élargir dans quel sens? L'assiette, ça fait que ça retentit pour l'administration fiscale. Mais littéralement, ça se dit. Dans quel sens? Là, exactement. Le terme il est correct. De bénéficier De bénéficiaire. Oui. Bénéficiaire. Alors, la participation, l'élaboration, on doit inclure le maximum. La création de la richesse, on doit inclure le maximum. La troisième, la répartition de la richesse, on doit inclure le maximum. Donc, j'ai juste essayé d'éclaircir les quatre, disons, points pour dire, est-ce que vous pouvez nous donner par la suite, Inch'Allah, de retour, qu'est-ce que vous en pensez de vos administrations respectives? Là où ils sont, là où ils doivent, d'emblée. Parce que par la suite, d'une façon illiquidale, on va se concentrer sur des notions qui sont liées à ça. En fait, c'est utiliser la donnée pour faire ça, améliorer l'expérience client. Comment vous vous mettez? Quelle empathie vous envisagez pour un client, pour un citoyen qui entre pour demander un service, ou une entreprise, ou une association? Qu'est-ce qu'elle éprouve? Éprouver, disons, il a de sentiments lorsqu'il demande un service. Quelles difficultés rencontre-t-elle? C'est l'expérience. D'accord? Pensez-y.